Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre édition du Grand Journal, votre rendez-vous d'informations fiables et complètes. Au sommaire, aujourd'hui, politique, sécurité, économie au cœur de l'actualité. Depuis les studios de Swag Radio et en l'étude Hélas, pour présenter le Grand Journal dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio on air avec du style, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. D'après l'agence presse Reuters, plusieurs milliers de parachutistes de l'armée américaine arrivent au Moyen-Orient. Une autre unité de Marines est également en route vers la région. Ils rejoindront les milliers de marins de marine et de forces d'opération spéciales américains. Déjà sur place, le président Donald Trump envoie des signaux contradictoires, menaçant à la fois de nouvelles frappes contre l'Iran et saluant les avancées diplomatiques. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. La question du pétrole, l'idée que les États-Unis s'emparent de Karg a pris une place prépondérante au cours de la dernière journée. Donald Trump l'a évoqué à plusieurs reprises en personne, lors d'interviews ainsi que sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il a déclaré qu'il voulait s'emparer du pétrole. Il a dit que c'était ce qu'il préférait essayer de faire, comme vous l'avez mentionné, car il s'agit d'une plaque tournante essentielle pour l'exportation du pétrole iranien. Cependant, Donald Trump a également noté que certaines personnes stupides chez lui le mettaient en garde contre la possibilité de voir ce pétrole, ainsi que de nombreux autres problèmes qui pourraient survenir. On craint la mort d'Américains en cas de troupes présentes sur le terrain. On redoute que cela ne fasse grimper encore plus les prix du pétrole. Mais l'Iran met aussi en garde, indiquant qu'il punirait ses partenaires régionaux à jamais. Il y a donc un risque de nouvelles frappes de représailles. En attendant, Donald Trump s'est aussi exprimé sur les discussions en cours. Voici ce qu'il avait à dire au sujet des dernières séries de pourparlers avec l'Iran. Nous avons eu de très bonnes négociations aujourd'hui avec l'Iran. C'est un grand jour et nous allons négocier avec eux de façon directe et indirecte. Une version très différente de ce que disent les Iraniens. Ils affirment que les pourparlers indirects ou directs n'ont pas eu lieu. Il existe toutefois une possibilité de rencontre au Pakistan plus tard cette semaine. Cependant, le président des États-Unis continue d'envoyer ses messages contradictoires, évoquant à la fois l'escalade et la diplomatie. Et dans son message sur les réseaux sociaux, publié dès lundi matin, il a souligné que les États-Unis, bien qu'ils soient engagés dans des discussions sérieuses, cherchaient à renforcer leur position, affirmant que si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert immédiatement, si un accord n'était pas conclu rapidement, les États-Unis cibleraient les centrales électriques, les puits de pétrole, en mentionnant une fois de plus l'île de Karg. La possibilité d'une aggravation reste donc bien présente. Le président américain Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid sur la guerre au Moyen-Orient. Il a menacé lundi 30 mars l'Iran d'anéantir l'île de Karg, un site pétrolier essentiel pour l'Iran. Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert et si les discussions avec Téhéran, qu'il qualifie de sérieuses, n'aboutissent pas rapidement, le récit est signé France 24 dans ce grand journal. On la surnomme l'île au pétrole. Située dans le golfe Persique, à 25 km des côtes iraniennes et à moins de 500 km du stratégique détroit d'Ormuz, l'île de Karg abrite un très important terminal pétrolier. Près de 90% du pétrole iranien transite par cette petite bande de terre de 25 km². Grâce aux eaux profondes qui l'entourent et permettent l'accostage de grands pétroliers, Karg collecte le brut en provenance des grands champs pétroliers du pays. L'île peut ainsi stocker 30 millions de barils et ses ressources sont vitales pour l'économie du pays. Une grande partie de ses revenus alimente les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, et contribue au financement de son appareil militaire et sécuritaire. L'armée iranienne a déjà menacé d'une riposte en cas d'attaque sur ses infrastructures pétrolières. Nous avons déjà déclaré que nous ciblerions tous les ports ainsi que les banques et les entreprises américaines. Ils pensent qu'en frappant Karg ou certaines îles, ils peuvent faire pression sur nous. Au contraire, toute la pression retombera sur les compagnies pétrolières liées aux États-Unis et à l'Europe.
Mi-mars, l'armée américaine avait déjà mené des frappes aériennes sur Karg, mais seulement contre des cibles militaires. Elle s'était alors gardée de toucher les infrastructures pétrolières. Des bombardements plus larges ou une prise de contrôle de l'île pourraient donc rapidement paralyser les exportations de pétrole iranien et priver le pays de l'essentiel de ses revenus. D'après le site d'information américain Axios, Washington envisagerait une autre alternative, un blocus pour asphyxier économiquement l'Iran, une option jugée moins risquée pour Washington. L'Iran a accusé le dimanche 29 mars les États-Unis de planifier secrètement une offensive terrestre au moment où la guerre entre dans son deuxième mois et touche jusqu'aux universités. Le récit est signé TVA Nouvelles dans ce grand journal. Les États-Unis prépareraient une intervention militaire terrestre en Iran. Le Pentagone s'apprêterait à lancer une opération des forces spéciales qui pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. C'est vraiment une frontière psychologique et certainement politique lorsqu'il y a des bottes sur le sol, des boots on the ground, des soldats déployés sur un sol étranger. Ça devient beaucoup plus délicat politiquement et beaucoup plus réel pour les Américains. Des révélations vivement critiquées par l'Iran qui accuse les États-Unis d'orchestrer secrètement cette attaque. Le président du Parlement iranien est sans équivoque. L'armée iranienne sera prête à affronter les soldats américains. Et le spectre d'une attaque terrestre vient contredire les propos prononcés par le secrétaire d'État américain pas plus tard que vendredi. Marco Rubio assurait à ce moment que le conflit prendrait fin d'ici 2 semaines et qu'aucun déploiement au sol n'était prévu. La possibilité d'un déploiement américain ne fait pas l'unanimité aux États-Unis. Plusieurs élus critiquent la décision du président Trump et de son administration de s'être engagés dans un autre conflit au Moyen-Orient. Déjà, 13 soldats américains ont perdu la vie depuis le début de l'offensive. There's a reason why Donald Trump is not coming before the American people for approval for this war. It's because he knows what the American people feel, which is that they don't want this. Entre-temps, les efforts diplomatiques continuent dans le but de trouver une résolution pacifique au conflit. Le Pakistan, possible médiateur entre Washington et Téhéran, se dit prêt à faciliter des pourparlers entre les deux pays dans les prochains jours. Mais une solution pacifique est-elle vraiment envisageable? Il faut avoir un compromis qui va durer. Et à ce moment, c'est pas là encore. Est-ce que ça peut venir? Oui, mais ça va exiger des positions différentes de la part des deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et aussi l'Iran. Sur la ligne de front, les tensions restent vives. Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne d'étendre la zone de sécurité dans le sud du Liban. Le bilan des victimes continue de grimper. Plus de 1200 Libanais, dont 214 enfants, ont perdu la vie dans les frappes israéliennes, selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé du Liban. Étienne Malouin, TVA Nouvelles. L'Espagne ferme son espace aérien à tous les avions américains impliqués dans la guerre contre l'Iran. La mesure étant la restriction des bases de Rota et de Morón, en Andalousie, à tout contingent militaire déployé dans le cadre de la guerre iranienne, qui s'est déjà étendue au Moyen-Orient et à la région du Golfe. Le reportage est signé Euronews dans ce grand journal. L'Espagne a interdit aux avions militaires américains impliqués dans la guerre en Iran d'utiliser son espace aérien et ses bases militaires. Cette interdiction étant une restriction antérieure qui ne s'appliquait qu'à 2 installations américaines sur le sol espagnol et couvre désormais l'ensemble du pays. España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta. Ces restrictions ont été communiquées aux forces américaines dès le début et ne constituent pas un revirement politique soudain, a-t-elle souligné. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a ajouté que Madrid empêcherait tout vol américain lié au conflit d'entrer dans l'espace aérien espagnol. Les États-Unis n'ont pas immédiatement réagi, mais le président américain Donald Trump a menacé plus tôt ce mois-ci de suspendre tout commerce avec l'Espagne en raison de son refus d'autoriser l'utilisation des bases pour des opérations contre l'Iran. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris position contre la guerre en Iran menée par les États-Unis à Israël, la qualifiant d'erreur extraordinaire. Le président égyptien Al-Sisi appelle Trump à stopper la guerre au Moyen-Orient. Le président égyptien s'est exprimé lundi 30 mars depuis le Caire
Le même jour, Donald Trump a durci le ton vis-à-vis de l'Iran, menaçant d'anéantir les centrales électriques iraniennes et le site pétrolier de Karg, en l'absence d'accord. Reportage signé Africa News dans ce grand journal. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé lundi son homologue américain Donald Trump à stopper la guerre au Moyen-Orient. Le conflit déclenché par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février est entré dans son deuxième mois. Je dis au président Trump, vous seul pouvez mettre fin à la guerre dans le Golfe. Je m'exprime au nom de l'humanité et de tous les peuples épris de paix. Et vous, monsieur le président, êtes un homme épris de paix. Je m'adresse à vous directement, en mon nom, au nom de la région et du monde entier, au sujet des graves conséquences qu'entraînerait la poursuite de cette guerre. S'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous à mettre fin à cette guerre. Vous en êtes capable. Donald Trump a durci le ton vis-à-vis de l'Iran lundi. Le président américain a menacé d'anéantir les centrales électriques iraniennes ainsi que l'île de Karg, site pétrolier majeur, si les négociations entre Washington et Téhéran n'aboutissent pas. Vous êtes à l'heure du grand journal sur Swag Radio avec Carly Tudorelas, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Swag Radio sur Alexa 24h/24. Écoutez Swag Radio en air avec du style. Passez la commande à Alexa Open Swag Radio pour écouter le son de Swag Radio. C'est le son qui swag. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière. Sur WhatsApp et sur Facebook, P-News, votre référence en matière d'infos. Pondeuse Café Créole, la bonne cuisine haïtienne. La cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Cuisine haïtienne de A à Z. Le place to be au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 201 14 14 25. Pondeuse Café Créole. Zoom sur le Moyen-Orient. Michel Collomb décrypte une escalade sans précédent dans ce contexte de tension extrême au Moyen-Orient. Le journaliste et analyste géopolitique Michel Collomb a livré une lecture sans concession de la situation lors d'une intervention sur L24 News. Écoutons les détails dans ce grand journal. Écoutez, ça prouve que le problème n'était pas le nucléaire, que le problème n'était pas un accord à négocier. Je rappelle qu'il y avait déjà eu un accord en 2015 qu'il a été brisé par Trump, par les États-Unis. Et donc ça prouve que le véritable but était le changement de régime, c'est-à-dire la prise de contrôle totale du Moyen-Orient via Israël, via les monarchies arabes complices, et donc il fallait éliminer l'Iran comme il faut éliminer le Hezbollah, le Hamas, la résistance palestinienne. Et donc c'est ça le vrai objectif. Donc tout le reste était des prétextes. Ça nous rappelle un peu, personnellement c'est comme ça que je vous ai connu lors de la campagne en Irak en 2003, où vous parliez à l'époque de prétexte à la guerre. Je reste encore avec vous, Michel Collomb. Dernière question. Après l'assassinat du guide suprême, l'imam Khamenei, dans 32 frappes ayant emporté d'ailleurs sa petite fille et son gendre et d'autres membres de sa famille, on a vu une foule immense se rassembler sur la place Enraleb à Téhéran ou encore sur la place Imam Khomeini à Ispahan. Les Américains pensaient sans doute qu'en tuant Khomeini, ils décapiteraient totalement la donne, en tout cas ce qu'ils appellent le régime iranien. Selon le négociateur Steve Witkoff, il le dit lui-même, on a du mal à comprendre ou cerner les Iraniens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au sujet de cette équation iranienne ? J'étais en Iran 2-3 fois il y a un an environ. J'ai pu constater que, bien entendu, vous avez en Iran des opinions diverses en tout cas sur le gouvernement, sur les politiques suivies. Mais une chose qui est très très largement répandue, c'est l'attachement religieux, patriotique, à mon avis, d'une grande majorité de la population. Et donc, vous avez cette démarche typiquement impérialiste. Les États-Unis, les Européens en général, ils pensent tout en termes de chef.
Et ils pensent que s'ils ont tué le chef, eh bien, c'est fini, ils n'ont plus de problème. Ils sont incapables de penser qu'en réalité, un chef n'a de valeur que s'il y a un peuple avec lui et que le peuple a été préparé. Bien sûr, c'est un coup dur, mais on sait qu'ils ont tout préparé, que le fait de l'assassiner était tout à fait prévu. Et donc, on sait qu'il y a une structure de commandement et d'organisation qui va rester. Et je pense que Trump, il voudrait une guerre rapide pour différentes raisons, aussi parce qu'il n'a pas tellement de stock de missiles et que les Iraniens, à la fin de la guerre en juin, c'est eux qui gagnaient. C'est Netanyahou qui a dû appeler Trump en disant « Pitié, aide-moi, il faut qu'on arrête ». Et donc maintenant, les Iraniens vont épuiser la machine de guerre de Trump, qui est fragile. Hein. Je rappelle que beaucoup de généraux lui ont dit « tu peux pas gagner cette guerre ». Je rappelle qu'il y a une majorité, même y compris chez certaines tranches d'âge de son électorat républicain, qui est contre cette guerre. Je rappelle que Trump, il a fait campagne en disant « moi je vais arrêter la guerre éternelle ». Et c'est vraiment... je crois que le peuple aux États-Unis est très opposé à cette dictature, est très opposé aux mesures antisociales et antidémocratiques avec cette police fasciste de ICE. Et donc je crois que Trump, il a joué son va-tout. Il se dit que si il gagne rapidement une grande guerre, alors on va un peu oublier tous ces problèmes, toutes ces casseroles, et je crois que c'est exactement le contraire qui va arriver. Je pense que l'Iran tient, si on a un soutien international, s'il y a une bataille internationale de l'information pour démasquer les fake news de l'Occident, je pense que ça peut être une guerre fatale pour le régime aux États-Unis. Dernière petite chose, est-ce qu'il y a eu, vous avez vu une guerre informationnelle au sujet de l'Iran? Parce qu'au fond, c'est les médias internationaux, notamment américains et occidentaux, qui nous disaient qu'en décapitant le guide suprême, ça serait l'architecture du régime qui chuterait. Écoutez, il y a une guerre de l'information, c'est pas nouveau, c'est à chaque guerre, et je pense que on a un problème, nous en Europe en tout cas, je parle de ce que je connais, je parle des gens avec qui je discute tous les jours, et on a un problème, c'est que les médias mensonges habituels prennent, on a réussi à insuffler une peur de l'Iran, on a raconté des histoires sur 32 000 victimes, sur toutes sortes d'atrocités, alors qu'il a été documenté, et nous l'avons diffusé, que le Mossad avait organisé toute une infrastructure pour provoquer des émeutes et justifier une intervention, ça a échoué. Et donc on a beaucoup de mensonges et beaucoup de travail, à mon avis, pour un réseau international de contre-information. 4 soldats israéliens tués au sud Liban. Israël intensifie son offensive contre le Hezbollah, la milice chiite pro-iranienne dans le sud du Liban, forçant la population à fuir vers le nord. Certains choisissent toutefois de rester malgré les ordres d'évacuation. Dans les zones touchées, des communautés chrétiennes bénéficient du soutien d'émissaires du Vatican. Marie-Ève Bidard s'est rendue dans le village frontalier chez Daïchiné et dans un quartier chrétien de Tyr. Écoutons les détails avec la correspondante de Radio-Canada dans ce grand journal. Une prière, des mots d'encouragement. Le nonce apostolique, l'émissaire du pape au Liban, l'archevêque Paolo Borgia, vient au chevet des chrétiens coincés entre les feux de la guerre. Et restons toujours dans la paix de Christ. Il y a le soutien moral, spirituel, mais aussi des tonnes de denrées alimentaires, de fournitures médicales, d'eau et des produits d'hygiène qui sont offertes par les organisations de secours catholiques comme l'Œuvre de l'Orient, Caritas et l'Église maronite du Canada. Il faut permettre aux populations qui refusent d'obéir aux ordres d'évacuation d'Israël de tenir. Est-ce que je me sens en sécurité pendant la guerre, demande Rolla. Certainement pas, mais le rassemblement de gens t'encourage à rester. Ici, il y a beaucoup de monde. Une courte promenade au bord de la mer fait presque oublier que la moitié de la population de ce quartier chrétien de la ville de Tyr a décidé de fuir plus au nord. La courte visite de Monseigneur Borgia au curé maronite de Tyr tourne à une longue énumération des paroisses de son diocèse où plus personne n'habite.
Pour ceux qui restent comme ici, à Doucier, la visite du représentant de Léon XIV insuffle un peu de vie à une résistance qui s'essouffle. Pour une communauté qui vit dans l'isolement que la guerre impose, votre présence est un baume, une lumière. Bien sûr, de temps en temps, il y a une peur, bien sûr. Nous sommes mortels, après tout, oui. La crainte de quitter est beaucoup plus grande que la crainte de rester. Ce n'est pas que la guerre qui menace la présence des chrétiens ici. Certains nous disent avoir le sentiment d'avoir été abandonnés par leur propre gouvernement trop longtemps. Nous sommes dans le village d'Aïchié, celui du président Joseph Aoun. Une proximité au pouvoir qui n'a pas permis de retenir plus d'une soixantaine de paroissiens sur les quelques 600 d'avant la guerre. La présence chrétienne est une présence enracinée dans cette terre. Et ça c'est terre sainte, parce que je suis passé par ici. Les communautés voisines, majoritairement chiites, portent les traces de la violence qui se déploie dans le sud du pays tous les jours. Maurice, lui, souhaite bien plus que des visites protocolaires pour garder son espoir. La guerre prendra fin, mais notre crainte est de ne pas avoir la force de continuer notre vie ici, à Aïchié, car l'Église n'est pas réellement concernée et que l'État est en situation de guerre. Un sentiment qu'ils sont livrés à eux-mêmes, alors que la guerre n'est pas la leur, disent-ils. S'ils n'ont plus d'espoir en leur gouvernement, ils ont aussi de la colère envers le Hezbollah. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des reproches, dit Charbel, même dans la communauté chiite. Les gens sont fatigués et désespérés. Finalement, ici, on s'inquiète autant des soldats israéliens que des milices des voisins. Alors, on s'en remet à Dieu. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, dans le sud du Liban. Polémique autour de la peine de mort pour les Palestiniens, puis nouvelle loi adoptée en Israël suscite une vive controverse sur la scène politique nationale et internationale. Le texte approuvé lundi 30 mars par le Parlement israélien prévoit l'application de la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables du meurtre de citoyens israéliens, une mesure exceptionnelle dans un pays où la peine capitale est rarement appliquée. Écoutons un reportage dans ce grand journal. En Israël, une loi approuvant la peine de mort pour des Palestiniens reconnus coupables du meurtre d'Israéliens adopté lundi passe mal. L'Association des droits civils en Israël a qualifié le texte de discriminatoire par nature. Si les autorités invoquent la lutte contre les actes terroristes, beaucoup mettent en doute le caractère dissuasif de cette loi. I think it will encourage Palestinians to do more damage. Eh bien, je pense que cela encouragerait les Palestiniens à causer davantage de dégâts. Je ne pense pas qu'Israël y trouverait son compte. Penser que quelqu'un qui va mourir, de toute façon, aura peur qu'on le tue, à la fin, ne l'empêchera pas de poser son acte. En tant que juif, en tant qu'Israélien, j'ai honte que nous ayons un tel ministre en Israël. Et je pense que ce qu'il met sur le tapis, cette peine de mort, ne fera que nous nuire. Je pense qu'il a le droit et que la droite en Israël a le droit d'avoir son opinion. J'ai le droit d'avoir la mienne. Au niveau international, les critiques fusent. Les ministres des Affaires étrangères de l'Australie, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ont publié dimanche une déclaration exhortant Israël à renoncer à ce texte, avis partagé par des analystes. Personnellement, moi je suis défavorable à la peine de mort de façon générale, y compris pour les terroristes, quelles que soient les raisons pour lesquelles on décide de tuer quelqu'un, en fait, une fois qu'il a été attrapé, quels que soient les actes qu'il ait commis, de décider que quelqu'un d'autre décide de le mettre à mort, voilà, je suis contre. Enfin, c'est un principe. La loi qui doit entrer en vigueur dans 30 jours va certainement faire l'objet de recours juridiques susceptibles de retarder sa mise en œuvre. En Haïti, une attaque meurtrière à Jean-Denis fait au moins 70 morts. La violence continue de ravager certaines régions d'Haïti. Selon un bilan provisoire, environ 70 personnes ont perdu la vie, tandis que plusieurs autres ont été blessés lors d'une attaque cinglante
survenue durant le week-end dans la localité de Jean-Denis. D'après les premières informations disponibles, cette offensive a été menée par un groupe de civils armés en provenance de Savien, une zone déjà connue pour être le théâtre d'affrontements récurrents. Les assaillants auraient pris pour cible des habitants sans défense, plongeant la communauté dans la terreur et le chaos. Écoutons les détails dans ce grand journal signé Radio Téléguine. Par rapport avec l'insécurité grandissante qui dans la Tibonite là en général et particulièrement qui dans la commune Thierry-Vert-la-Tibonite. Hier qui était dimanche 29 mars 2026 là, aux environs de 3 heures dans le matin, et nous avons assisté avec une attaque sanglante de base et Grand Griffe Savien sous population civile dans la localité Jean-Denis de Côte, Boulin, Négriel, eh bien, pour ne citer ça seulement. C'était une journée noire pour les gens dans la zone. Dans ça, moi-même, j'ai senti que non seulement me consterné, moi, j'ai senti que nous attristés de situation violente. Et selon Kazek là, il y a environ 70 personnes qui mourent Kazek, selon Kazek, Daniela Joseph Merci, qui c'est lui-même, c'est que Kazek, première section Thierry-Vert-la-Tibonite, et il dit qu'il y a un monde qui est blessé, un peu le cas brûlé. Et je dis là, qui c'est 30 mars 2026 là toujours, et il fait me connaître que le groupe armé est retourné dans la zone là, et ils ont même actuellement fait la pluie et le beau temps. Et nous-mêmes, bon côté par nous, qui ça que nous avons fait, nous avons informé l'autorité de la police et l'autorité judiciaire de ce qui a passé. C'est peut-être ça tout. Hier, nous avons fait constat. Nous fait constat, côté que moi-même, en tant que magistrat, nous constaté gagner 16 morts. Après ça, nous menons ensemble de démarches pour que l'autorité, la police, capable de faire suivi que vous doit faire. Eh bien, face avec ces souffrances, avec toute peine, les familles, population, Cap-Sibia, nous présenté sympathie nous avec familles, amis, proches, victimes et des actes malhonnêtes qui commettent par groupe armé sous population. Et nous condamnons. C'est peut-être ça tout. Nous connaissons que la vie monde, c'est un bagage qui est précieux. Lié. Mes amis, je ne dis rien, nous connaissons très bien. La mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. C'est-à-dire, chaque vie humaine est unique et représente l'humanité entière. La perte d'un seul individu est une tragédie universelle qui diminue l'humanité. La vie monde pas doit banaliser comme ça, mes amis. C'est peut-être ça, il y va de la responsabilité de l'État central pour aider nous-mêmes dans la Tibonite, renforcer capacité mairie par nous, renforcer capacité commissariat, particulièrement commissariat qui est dans juridiction CEMAC, pour que les policiers soient capables de joindre moyens matériels pour qu'ils soient capables d'agir et pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la zone. Nous-mêmes, dans la Tibonite, et ça nous connaît, c'est jardin, c'est commerce, c'est l'école, c'est ça nous fait, c'est l'agriculture. C'est peut-être ça nous-mêmes, nous demander pour que l'État central prenne responsabilité, parce que nous-mêmes, nous là pour nous travailler de façon avec synergie, avec toute autorité locale, pour que nous-mêmes, nous capables de rétablir l'ordre. Nous disponibles et disposés, nous demander, nous faire appel encore sur Radio Guinée, que nous connaissons Radio monde là, qui a coûté tout partout. Nous faisons appel avec le gouvernement central pour que vous veniez en aide avec Mounio. Jean que nous sommes là, moi-même comme magistrat, nous constaté et nous précisé, nous constaté 16 personnes qui mourent, 10 blessés et pas balles. Et bilan ça, ce bilan nègre armé, illégaux ça fait sur la population Jean-Denis. Mais Kazek pas lui-même, il informé nous que gagné 70 personnes, mais nous-mêmes nous constaté 16 personnes. 16 personnes dans mort parce que il y a deux personnes qui mourent qui yo quand enterré dans zone là selon Kazek là et il y a deux personnes tout qui mourent en Dakar, il y a deux personnes tout qui yo même pendant y a couru embarragé yo prend balle. Bref, en gros, c'est situation que n'a vivre dans la Tibonite là et particulièrement dans Jean-Denis, dans deux codes dans Pont-Benoît par rapport avec groupe armé qui fait intervention sur la population. Nous demandons l'État central pour aider nous pour que nous capables de joindre la paix, tranquillité dans la communauté. C'est qui ça qui est à la cause de toute bagage ça qui est souvent répété soit dans la localité Jean-Denis et Pont-Benoît et l'autre zone qui environne. Tout le monde dans le pays et particulièrement mon Tibonite connaît que il y a un foyer de bandits qui dans la communauté. Ça veut dire que à chaque fois que yo même, bon, nous pas une politique par yo, mais yo toujours fait intervention sur population, toujours fait attaque sur population, côté que population, bon paquet tellement de monde qui innocent, par exemple que yo même yo fait attaque ça yo tiré par-ci par-là. C'est population qui a subi de tout ça yo. Bref, moi-même, ça me capable de ça tout simplement. Jean qui me dit, c'est que puisque il y a un groupe armé qui dans zone là, qui yo même
illégaux qui eux-mêmes personnellement à chaque fois que yo selon eux-mêmes yo attaqué population. Et alors que vous connaissez très bien que la population, en pile là, dans eux-mêmes, c'est le monde qui a travaillé la terre, c'est le monde qui a fait commerciaux, c'est le monde qui a fait petit l'école, et pourtant, attaque ça a toujours fait. Et nous demandons à l'État pour prendre responsabilité pour que eux-mêmes capables de rétablir l'ordre, la sécurité dans la communauté. Parce que nous-mêmes dans la Tibonite, pour le moment, par rapport à l'insécurité grandissante, par rapport à l'insécurité constante, n'ont pas gagné conditions de vie. Parce que tout côté bloqué, pas gagné rien que au café, c'est uniquement rester côté. Magistrat Dolire, ou senti qu'il y a une réponse qui baille bon côté autorité policière yo, est-ce qu'on remarque tout un renforcement policier dans zone ça par rapport avec des attaques soit qui fait matin? Déjà le gouvernement te prend des mesures pour te renforcer en termes d'effectifs dans la Tibonite, mais pour le moment c'est question parce que me parler avec quelques autorités tout, c'est il y a toujours demandé question matérielle et pour que eux-mêmes soient capables et puis bien faire intervention qu'il y a fait parce que normalement nous avons un nouveau commissaire police qui vient qui lui-même personnellement montrer toute volonté qu'il gagne pour le travail. Maintenant qu'on y a et d'après ça que nous gagnons comme information, il y a besoin plus matériel pour que eux-mêmes soient capables de faire intervention et opération et par rapport avec insécurité grandissante qui gagne dans la zone là. Par rapport à... Le ministre James Monazar évoque une crise sécuritaire extrêmement difficile, mais un État ferme. Invité sur le plateau de France 24, le ministre haïtien du Commerce et de l'Industrie, James Monazar a dressé un constat préoccupant de la situation sécuritaire en Haïti face à une recrudescence des violences et à l'emprise grandissante des groupes armés dans plusieurs régions du pays. Le responsable gouvernemental a qualifié la crise actuelle d'extrêmement difficile. Écoutons les détails sur France 24 dans ce grand journal. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi Haïti, avec cette attaque menée par les membres d'un gang le week-end dernier dans la localité de Petite-Rivière de l'Artibonite, qui a tué au moins 16 personnes, a dit la police locale. Un bilan qui pourrait s'élever jusqu'à 80 morts selon l'ONU dans ce pays que l'on sait gangréné par cette violence des gangs. Et on en parle avec notre invité ce matin, James Monazar. Bonjour à vous. Bonjour, et je suis très heureux d'être sur ce plateau avec vous. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République d'Haïti. À l'invitation de Christophe Dansette, vous êtes sur ce plateau. Un mot avant de parler d'économie sur ce nouveau drame. Votre pays, vous le savez mieux que nous, qui est gangréné par cette violence des gangs. Est-ce que vous avez plus d'informations sur les circonstances de ce qui s'est passé sur ce bilan? Malheureusement, lors de la perpétration de ce acte, j'étais en dehors du pays, au Cameroun, pour participer à la conférence ministérielle de l'OMC. Donc, j'ai appris par voie de presse cette situation que nous déplorons au sein du gouvernement. Et ça nous donne beaucoup plus de motivation pour essayer et de continuer avec les efforts que nous faisons au sein du gouvernement pour enrayer cette situation. Mais nous saluons aussi dès demain l'arrivée de la force et suppression des gangs qui va commencer à déployer en Haïti pour aider la police nationale ainsi que l'armée d'Haïti et pour essayer de libérer les axes routiers et de mettre les gangs armés hors d'état de nuire. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de violence extrême. En Haïti, il y a eu près de 6 000 morts en 2025 dans le pays selon l'ONU. 85% de la capitale Port-au-Prince qui serait aujourd'hui sous le contrôle des gangs. Est-ce que les pouvoirs publics, l'État haïtien peut vraiment reprendre le contrôle? La situation est très compliquée, mais... Oui, l'État et nous sommes en train depuis le début de l'année et au centre-ville de Port-au-Prince, il y a beaucoup d'efforts qui se fait par la police nationale. C'est le terminus de ce grand journal pour ce mardi 31 mars 2026. Alexa Open, Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h/24 en air avec du style, Swag Radio, le son qui swag, et oui, pour bien manger, c'est Bordeaux Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite. Bordeaux Café Créole, 299 Main Street, Everett, chiffrez le 617 294 1425. Bordeaux Café Créole, le place to be. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News.
Info à la vitesse de la lumière, c'est P-News pour rester bien informé. Alors, mardi 31 mars 2026, météo pour aujourd'hui, température maximum pour aujourd'hui 64 degrés Fahrenheit, minimum 53 degrés Fahrenheit, condition de la pluie est attendue le matin, suivi de l'après-midi nuageux et doux. La probabilité de pluie est élevée à estimation à 70%, et le soleil se lève à 6h29 et se couche à 19h08 pour ce mardi 31 mars 2026. Parapluie pour vous, oui, ça, c'est le printemps. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Allez, je te relaxe pour présenter le grand journal sur Swag Radio. Swag Radio de l'énergie, le flow, l'attitude. Passez un excellent mardi. Joyeuse semaine. Au revoir. À demain.